Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec. Bienvenue à la série Balado juridique. Je m'appelle Vanessa Destinée et dans ce nouveau balado, nous vous présenterons des personnes qui ont toutes une chose en commun. Elles considèrent qu'elles ont réussi leur séparation. Mais réussir une séparation, ça peut vouloir dire bien des choses et ça peut prendre des années avant d'en venir à cette conclusion-là. Notre but, c'est de vous partager leur histoire, vous inspirer et vous aider, sans lunettes roses. André s'est séparé il y a 1 an et demi. Il vivait avec sa femme depuis 20 ans et ils ont eu 3 enfants. Il ne s'attendait pas du tout à la séparation et ça a été extrêmement difficile à vivre pour lui. Lors de nos premiers échanges, André m'a même dit qu'après sa séparation, il aurait préféré avoir une maladie grave et avoir sa femme à ses côtés plutôt que de se séparer. Mais maintenant, les choses se placent petit à petit pour lui. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire de résilience et de reconstruction. On va d'ailleurs aborder ces 2 thèmes avec Harry Timmermans, qui est psychologue. Mais d'abord, revenons à l'histoire d'André. La personnalité d'André est attachante. C'est un professionnel et un sportif accompli qui est ouvert et franc dans ses propos. Pour lui, la séparation a été vraiment difficile au point de ne plus dormir, de ne plus être fonctionnel et d'avoir des pensées suicidaires. On sent qu'il est encore affecté et c'est normal. On n'efface pas 20 ans de vie commune en 1 an. Donc, je m'appelle André, j'ai 44 ans et je suis pharmacien. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, là, vous avez eu une vie de famille, là, on pourrait dire unie pendant 20 ans, c'est ça? Oui, un petit peu moins de 20 ans, mais oui, c'est ça, assez uni. Donc, ça fait combien de temps la séparation? Ça fait 1 an et demi maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu venir? Dans mon cas, en tout cas, c'est arrivé assez brutalement. Je ne m'y attendais pas. En tout cas, je ne pensais pas qu'on en était rendu à ce point-là. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne réalise pas à quel point c'est vraiment le monde qui s'écroule. C'est tout qui s'arrête, le passé, l'avenir, les projets, tout. Est-ce que les gens autour de vous ont remarqué que vous alliez pas bien? Alors, j'ai partagé ça avec quelques collègues pour que je puisse avoir un peu un support là-dessus au niveau professionnel et puis qu'il faut demander de l'aide, il faut prévenir. Alors, pas tout le monde, mais il faut partager un peu parce que de toute façon, on est dans un tel état que le monde s'écroule. Donc, on n'est même plus capable de fonctionner dans sa vie personnelle, donc encore moins au travail. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez osé aller chercher de l'aide? Est-ce que vous avez pensé à consulter durant cette période-là? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous aider à gérer vos émotions? Beaucoup d'appels à des amis. Et puis, effectivement, j'ai été aidé par un psychologue dès le début. Et puis, j'ai fait comme j'ai pu pour demander de l'aide, mais c'était évidemment pas assez. Il faut faire encore plus et il faut surtout pas s'imaginer qu'on va pouvoir passer cette épreuve tout seul et pas hésiter. C'est pas le temps de faire de l'économie d'amis, de famille, de tous les gens qui peuvent nous aider. On sait statistiquement que les hommes ont souvent plus de difficultés que les femmes à aller chercher de l'aide. Oui, non, c'est sûr que je fais malheureusement partie des statistiques qu'on m'aide à dormir. J'étais pas prêt à prendre des médicaments pour qu'on m'aide à dormir. Je me suis dit bon ben voilà, ça va passer, je vais revenir. Puis de toute façon, il y a bien un moment où je vais y arriver. Et puis il se passe 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans dormir. Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que il faut pas sous-estimer en fait toute l'aide qu'on peut prendre. Il vaut mieux la prendre et puis ne pas en avoir besoin plutôt que l'inverse. Dans mon cas, j'ai eu cette chance énorme d'avoir des amis qui ont pris le relais puis qui m'ont pas laissé le choix. Donc ils m'ont dit bah écoute, on vient, on s'installe chez toi et puis on va rester 2 semaines, 3 semaines, voilà. Mais ça, j'ai dit non. C'est un réflexe. J'ai dit non, je veux rester tout seul, etc. Et évidemment, maintenant, c'est facile de dire ça, mais c'était la meilleure option qu'ils ont prise.
Quel regard vous portez maintenant sur votre cheminement depuis votre séparation il y a 1 an et demi? Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Le deuil est encore en train de se faire? Comment vous vivez ça au quotidien? On va pas se mentir, c'est encore difficile. C'est pas maintenant, je le sais. La seule bonne chose depuis la séparation, c'est que par rapport à mon processus de cheminement, c'est que maintenant, je suis à nouveau capable de relativiser. Donc, si on me dit, c'est 1 an, c'est 2 ans, je peux à nouveau encaisser ce genre de choses parce que la vie a repris, le travail a repris, les choses se sont mises en place un petit peu avec les enfants, etc., etc. Voilà. Après, le deuil, je pense que je l'ai pas fait. Mais voilà, ça m'empêche plus de fonctionner. Et cette épreuve est effectivement un accélérateur d'évolution et de changement, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ce process-là, il est encore en cours. Et puis je sais pas combien de temps ça va prendre. Et pour être tout à fait honnête, il y a même des fois, je me demande si je serais capable un jour de faire complètement la paix. Quand un des conjoints ne s'y attend pas, ça peut mal virer. Tu sais, ça peut vraiment s'envenimer comme situation, même aller jusqu'à la violence. Vous, qu'est-ce qui vous a permis de prendre ce pas de recul? Tu sais, avant même de consulter, comment vous avez réussi, tu sais, à surmonter ça? Juste après la séparation, j'étais tellement pas d'accord et elle était tellement pas souhaitée que j'ai continué à espérer pendant de nombreuses semaines. Donc, j'étais plutôt dans l'optique de faire tout ce qu'il était possible pour essayer de recoller les morceaux, d'essayer de rediscuter, d'avancer, de trouver une solution, plutôt que de faire quelque chose qui mettrait une fin définitive à même la discussion. Voilà. Les enfants, de leur côté, qu'est-ce que vous diriez sur leur cheminement en date d'aujourd'hui? C'est un peu plus difficile à répondre à cette question parce que finalement, on n'en parle pas si souvent que ça. Voilà, ça reste très matériel pour eux. C'est embêtant parce que y a 2 maisons et il faut changer et puis c'est compliqué l'organisation, etc., etc. Après, au niveau psychologique et de leur processus, c'est pas facile de savoir. Parce que c'est des ados. C'est pas les ados avec qui on a le plus de discussions sur ce genre de choses. C'est déjà une étape difficile en elle-même. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai qu'il y en a moins d'occasions, puisqu'il y a plus que 50% du temps avec les enfants. Et puis, ces moments où on est ensemble, est-ce qu'il faut remettre toute cette histoire sur le tapis et puis en discuter, ou est-ce qu'il faut attendre le bon moment? C'est difficile de poser des questions aux enfants. En ce moment, la relation avec votre ex, comment ça se passe, justement, notamment gérer les horaires des enfants pour la garde partagée? Alors tout ça, c'est très bien passé. C'est vrai que au moins il y a eu un accord là-dessus. Il y a eu un accord sur beaucoup de choses, la garde, le partage des biens, toutes ces choses-là, ça s'est fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, mais ça reste que c'est compliqué de se parler, en tout cas de mon point de vue. Je préfère échanger par mail parce que voilà, je me sens assez fort pour ne pas replonger maintenant, mais c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Je comprends tout à fait. Puis, chaque parcours est différent. Puis, oui. C'est correct de prendre le temps, de se donner ce temps-là, puis d'avoir justement conscience de ses forces, de ses faiblesses. Donc, si vous aviez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent, qui vivent leur séparation difficilement, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je pense que je reviendrai sur la notion d'aide. Il faut vraiment aller chercher de l'aide où on peut. Encore une fois, c'est pas le moment d'économiser l'aide. Quand on est ami avec quelqu'un, il faut donner, recevoir. Là, il faut pas être timide que pendant quelques mois, on va beaucoup recevoir, pas beaucoup donner. Mais c'est par là qu'il faut en passer. Donc, que ça soit les amis, que ça soit encore une fois la famille, même les collègues qui sont un peu plus proches que des collègues, les professionnels de santé, ça c'est sûr. Et puis le deuxième conseil, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que moi j'en ai été incapable, mais il faut se forcer à se donner le temps. Il y a une vie après tout ça, et la vie est longue, quel que soit l'âge auquel ça nous arrive. Et il faut se donner le temps, prendre le temps. Voilà, quand vous avez passé presque 20 ans avec quelqu'un, toutes les épreuves difficiles, la personne est là. C'est ça un couple. Là, vous vivez les choses les plus dures que vous ayez jamais eu à vivre. Et puis la personne qui aurait dû être là pour vous aider à traverser les épreuves de la vie n'est plus là, puisque c'est justement la seule épreuve auquel il ou elle ne peut pas assister. C'est très compliqué à vivre. Au-delà de votre travail, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur au quotidien? J'ai encore du mal à parler de grand sourire ou d'être complètement heureux parce que j'en suis pas encore là. Mais c'est de retrouver un peu une relative confiance en l'avenir. Qu'il y a des projets qui viennent, il y a des choses, il y a des vacances. Au quotidien, c'est évidemment les enfants qui aident à passer le cap aussi, me remplissent du bonheur que j'ai toujours, évidemment, d'être père et de la fierté de mes enfants. Donc, je vous remercie vraiment, André, pour toute la générosité que vous avez eue, là, parce que vraiment, c'est un témoignage où quand même vous vous mettez à nu, où vous exposez une part énorme de vulnérabilité, mais je pense sincèrement que ce témoignage-là peut être utile. Donc, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui, André. Merci beaucoup. L'histoire d'André fait du bien. Elle fait du bien parce qu'il accepte aujourd'hui de parler d'une époque qui ne le montre peut-être pas sous son meilleur jour, mais qui a été nécessaire pour sa reconstruction. Son but, c'est de dire à d'autres parents dans la même situation, c'est normal, ça va finir par aller mieux, donne-toi le temps. Avec Denis, mon réalisateur, on a pris l'habitude de débriefer après les épisodes. Je me rends compte, Denis, qu'il y a un élément très, très important qui semble être présent dans je dirais dans la majorité des séparations. Tu parles de quoi? Tu sais, comme le temps, en fait. Ça a l'air absurde comme ça, là, dit de même, là, mais juste le temps, parce que André, lui, il semble vraiment apprivoiser chaque jour la lenteur que ça peut prendre, la guérison de la rupture. Ouais. On dirait qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi long. Oui, puis les spécialistes, puis même les autres témoignages qu'on a eus, on a l'impression que c'est seulement le temps qui peut faire de quoi. Oui. Alors, je m'appelle Harry Timmermans. Et je suis psychologue. On comprend à travers le témoignage d'André qu'il faut du temps pour guérir. Est-ce que c'est un processus normal de réparation? Donc, d'avoir besoin de temps et de se refermer sur soi-même dans un premier temps? Les gens sont blessés, les personnes sont blessées, sont anéanties. Ce n'était pas un projet qui avait cette perspective quand il a été conçu. Mais ça se répare, ça s'arrange. Mais ça prend du temps. Et c'est pour ça que je leur dis toujours au début de la rencontre, vous avez déjà un allié précieux qui s'appelle le temps. Et je leur donne un aperçu du temps, 1 an et demi à 2 ans. De flottement, d'indécision, de drame, de pleurs. On est en crise. Ça va être difficile. Mais ça ne sera pas éternel. D'après votre expérience, y a-t-il, selon vous, des choses qu'il faudrait éviter de faire quand on vit la séparation, notamment dans notre relation avec l'autre, là? Oui. Regardez, les deux sont blessés. Hein? Quand on veut se séparer, là, on pense et on souhaite vivre mieux. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Bien, c'est qu'on a souvent des mauvais souvenirs au sujet de l'autre.
Et ces mauvais souvenirs-là viennent nous mordre régulièrement dans nos relations. Ces mauvais souvenirs-là, il faut les régler. Si aujourd'hui, je fais une action avec mon ex qui va être évaluée par les deux comme étant un bon moment, les mauvais souvenirs vont devenir de moins en moins puissants, on va les oublier. Qu'est-ce que ce serait à un moment donné de dire à l'autre parent? Écoute, ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais ensemble, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a créé une personne. J'aime cet enfant-là. Je te remercie pour ça. Ça commence à réchauffer la bulle des parents. Dans un contexte comme ça, c'est un très bon souvenir. Ça fait naître ce qu'on appelle une coparentalité. Une coparentalité, c'est la coopération des parents après la rupture pour les enfants qu'on a eus ensemble. On continue avec la question des enfants parce qu'on sait que le fait de ne plus les voir autant qu'avant en raison de la garde partagée, ça peut être une autre épreuve super difficile à digérer. Quels conseils vous donnez aux parents pour les aider à s'habituer à ces périodes-là sans les enfants? Là, je vais aborder quelque chose qui est général, mais qui est fondamental. C'est la communication entre les parents. Dans une relation qui se dégrade, il y a une communication qui se dégrade au départ. Et on ne se comprend plus, ça obscurcit l'horizon. Et la communication qui est brisée, c'est réparable. C'est la solution à une vie meilleure. Un parent a un besoin naturel et sain de savoir et connaître ce que son enfant a fait et vécu avec l'autre parent. Parce que c'est une partie de la vie importante de notre enfant. On n'est pas là pour le voir, mais on est certainement là pour le partager avec l'autre parent. Mm-hmm. Et ça prend une bonne communication. Puis on est capable de faire ça. C'est pas évident quand même. Puis vous parlez de communication, bien c'est sûr, c'est ça, c'est que la présence d'enfants implique aussi qu'on doit continuer de communiquer avec l'ex. Puis on imagine que pour beaucoup de gens, c'est difficile là, de rien laisser paraître. T'sais, on est capable, oui, mais on l'a vu dans le témoignage d'André notamment. Lui, il a préféré s'en tenir au courriel pour garder le contrôle de ses émotions. Qu'est-ce que vous pensez de cette tactique-là, si on peut dire? Avant le courriel, comme vous dites, il y avait le carnet de bord. Ça, c'est un petit calepin qui suivait l'enfant d'un parent à l'autre. Et dans le petit carnet-là, on mettait la carte de l'assurance maladie et on écrivait ce qui s'était passé ou des questions qu'on avait. Mais c'était peut-être mieux que le courriel. Pourquoi? Parce que le courriel, parfois, quand on l'écrit sur un état émotif négatif, si vous utilisez le courriel, écrivez-le, envoyez-le pas tout de suite. Passez une nuit, puis le lendemain, relisez ce que vous avez écrit, puis vous avez peut-être des chances de modifier un peu certaines phrases. Mm-hmm. Que seule la distance nous permet d'évaluer si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais sur l'instantané, on peut écrire des choses qu'on n'écrirait pas quand on est plus calme. Puis là, on a parlé beaucoup des parents, de trouver des trucs pour s'aider mutuellement, mais les enfants, dans tout ça, comment est-ce qu'on s'assure qu'eux, ils vont bien alors qu'on est nous-mêmes affectés par la situation? Est-ce que vous avez des conseils ou des trucs pour aborder le sujet de la séparation avec eux? Ce qui va profondément marquer les enfants, ce sont les tensions parentales qui en finissent pas de finir. Il ne faut pas oublier qu'un parent, c'est une borne de sécurité énorme. C'est une borne de protection. Alors, si ces bornes-là n'existent plus, les enfants se retrouvent seuls avec leur expérience. Puis ils n'en ont pas. Il n'y a aucun enfant qui est glorieux de la chicane de ses parents à son sujet. Il n'y en a pas un. Et si on a une bonne communication, l'enfant va s'en apercevoir.
et ça va nourrir l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est un ingrédient si précieux pour la constitution d'une personnalité adulte solide. Alors, ça dure longtemps, ça. Si vous voulez que vos enfants s'en sortent bien, eh bien, il faut voilà que vous en sortiez. Mais on ne peut pas se quitter avec allégresse. Mais il faut juste que ce soit limité dans le temps. On peut supporter des tempêtes existentielles, mais des tempêtes existentielles constantes, on ne peut pas faire ça. Donc, merci d'avoir pris la peine de jaser, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Mais je vous remercie de m'avoir invité. Ça me faisait plaisir de venir vous voir. En tout cas, moi, la grande expérience d'Harry Timmermans, ça m'impressionne. T'sais, il a accompagné tellement de personnes dans leur processus de séparation et ses propos font vraiment écho au témoignage touchant d'André. Accepter que ça prend du temps pour se reconstruire, c'est dur, mais c'est essentiel. Certaines ressources existent et c'est pas une défaite de les utiliser, bien au contraire. Si vous voulez plus de conseils pour vous adapter à la séparation ou juste pour trouver de l'aide par rapport à votre situation, je vous donne rendez-vous sur juridique.gouv.qc.ca. Je suis Vanessa Destinée et je vous dis à la prochaine! Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.